C'est à ce moment-là que j'ai véritablement senti ma mortalité, compris que c'était une lutte à mort, eux ou nous. Quand la Yougoslavie s'est effondrée, beaucoup de gens étaient dans le déni, même après que les premières balles aient commencé à voler. Le biais de normalité est un piège terrible. On se convainc soi-même que les choses ne sont pas si graves, et les personnes autour font la même chose. C'est comme une sorte d'autoprotection mentale qui rend aveugle face au danger imminent. Le vrai problème, c'est que tant que partir reste facile, que tu peux simplement monter dans un avion ou prendre la voiture et t'en aller, tu as tendance à penser que la situation n'est pas si catastrophique et que tu n'as pas à fuir. La fuite semble plus une option qu'une nécessité. Mais par définition, ce n'est que lorsque partir devient difficile, dangereux, presque impossible, que fuir devient absolument vital. Évidemment, il faut partir avant d'en arriver là, mais il n'y aura jamais de signal clair et limpide qui t'annonce que le coup près va tomber. Souviens-toi du jour de la libération en Yougoslavie. Tout le monde savait que quelque chose allait arriver, mais personne ne savait à quel point ça allait être terrible. Et c'est là que l'économie entre en jeu. Les experts en planification sont formés à envisager le pire scénario et pourtant, même avec des consignes claires pour se préparer au pire, tout le monde a sous-estimé l'ampleur du désastre, alors qu'ils avaient déjà une bonne idée de ce qui allait se passer. Si tu vois arriver la conscription, une interdiction de voyager, des arrestations massives, il est probable que le premier avertissement soit un coup à ta porte. Si tu te sens en danger, il faut agir tout de suite. Si tu as un emploi en attente, un toit où aller et tous tes papiers en ordre, partir est simple et les conséquences d'un faux pas restent limitées. Des milliers de personnes quittent leur pays chaque jour, ce n'est pas une affaire insurmontable. Mais si tu te rends compte que le danger est imminent, que tu n'as pas de passeport ni de plan clair pour l'avenir, la peur de l'inconnu risque de te paralyser. C'est souvent ce qui condamne les gens à rester dans des situations mortelles. L'inconnu fait peur, c'est humain, mais il faut surmonter cette peur parce que rester peut coûter la vie. Le message est simple, prépare-toi dès que tu ressens le danger. Anticipe. Ne laisse pas le déni t'empêcher de fuir tant que c'est encore possible. Parce qu'une fois que le piège se referme, les options deviennent très limitées, et la survie devient une lutte bien plus dure. Je me souviens avoir demandé un jour à ma mère pourquoi elle avait quitté les Philippines dans les années 70. Ce n'était pas une histoire qui me concernait directement, mais sa réponse m'a marqué. Elle m'a parlé du régime de Marcos et de la loi martiale qu'il avait déclarée. Elle m'a expliqué que lorsqu'elle a entendu cette annonce, elle a compris qu'elle devait partir. Elle avait déjà commencé à préparer son départ depuis quelque temps, mais cet événement a été pour elle le signal clair qu'il fallait accélérer les choses. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que pour beaucoup de gens, quitter leur pays n'est pas un simple projet de vie ou une aventure. C'est souvent une question de survie, de liberté, de dignité. Ma mère n'a pas fui la guerre, mais elle a fui le silence imposé, la peur omniprésente, la certitude que l'avenir ne serait fait que de compromis douloureux. Elle a fait ses valises non pas par désir d'ailleurs, mais parce qu'elle refusait de vivre dans un pays où parler pouvait devenir un crime. Après une manifestation en Biélorussie, la police a simplement commencé à harceler les gens dans la rue. Il ne s'agissait plus seulement d'arrestations ciblées ou de dissuasion passive. Des gens ont été tués. D'autres ont été blessés. Des milliers ont été emprisonnés. Et dans les prisons, beaucoup ont été torturés. Ce n'est pas une page refermée, c'est encore en cours. Psychologiquement, je pense que je m'y étais préparé depuis longtemps. Cette violence n'est pas apparue soudainement. Elle était simplement dissimulée, en sourdine, comme un grondement lointain que l'on finit par intégrer à la normalité. Mais quand elle a éclaté au grand jour, j'ai compris immédiatement ce que je devais faire. J'ai pris le premier vol du matin pour quitter le pays. Ça peut sembler précipité, mais c'était comme fuir un bâtiment qui commence à brûler, on ne réfléchit pas longtemps quand on a déjà senti l'odeur de la fumée pendant des années. Je suis d'abord allé à Kiev, puis en Allemagne une semaine plus tard. Ce chemin par l'Ukraine était fréquent à l'époque.
Beaucoup de mes compatriotes passaient par là, surtout avant la guerre, car il n'était pas nécessaire d'avoir un visa. J'avais un visa Schengen déjà en poche, grâce à une bourse universitaire en Allemagne obtenue en mars 2020, qui s'était tenue à distance à cause du Covid. Le choix s'est donc imposé presque naturellement. J'ai pu prolonger la bourse jusqu'en décembre. Ensuite, je suis allé en Lituanie travailler avec le bureau de Sviatlana Tsikhanouskaya, notre présidente élue. Puis une université allemande m'a proposé un poste. C'est là que je me suis installé définitivement. J'ai fini par faire venir ma famille aussi. Ce fut une épreuve à part entière, car à ce moment-là, les frontières étaient fermées. Le régime venait de forcer un avion à atterrir pour capturer le journaliste Pratasevich. Tout cela peut sembler être une série de décisions logiques, presque techniques. Mais chaque étape portait son poids d'angoisse, de deuil, d'incertitude. Ce n'est pas une success story. C'est l'histoire d'une fuite constante qui, avec le temps, a fini par ressembler à une vie nouvelle. Je connaissais autrefois une femme de ménage originaire d'Haïti. Elle ne parlait pas beaucoup de son passé, mais un jour elle m'a confié que tout avait basculé en 1980, quand les tontons Macoutes sont venus chercher son mari. Il était opposant politique. C'était la dernière fois qu'elle et ses enfants l'ont vu. Aucune explication. Aucune nouvelle. Juste une absence brutale devenue définitive. Cette violence sans visage, cette disparition d'un être aimé comme on éteint une lumière, ce n'est pas une anecdote. C'est une cicatrice qu'on apprend à cacher pour pouvoir avancer. Et elle n'est pas seule. Les histoires comme la sienne sont nombreuses, trop nombreuses. Ma première petite amie, elle, portait une autre mémoire. Elle était la fille d'un général sud-vietnamien. Quand Saigon est tombé, sa famille s'est échappée dans un petit bateau. Ce n'était pas une fuite romantique ou dramatique comme dans les films. C'était une traversée où des passeurs ont menacé ses parents, donnez tout votre or, où on viole les femmes et on vous jette à la mer. Ils ont tout donné. En échange, ils ont survécu. Ils sont arrivés en France les mains vides. Son père était médecin, mais il n'a jamais pu exercer à égalité avec ses collègues français. Pas le même statut. Pas le même salaire. Il est mort quelques années plus tard. Sa disparition a plongé la famille dans la misère. Et parfois, sa mère évoquait ce qu'elle avait laissé au Vietnam. Pas seulement des biens matériels, mais une vie entière, une dignité, des souvenirs qu'aucun exil ne peut vraiment transporter. Mon arrière-grand-mère avait fui l'URSS à cause des pogroms. Elle avait trouvé refuge en Allemagne, pensant y avoir enfin trouvé un endroit où elle pourrait reconstruire une vie, loin de la violence et de la peur. Mais l'histoire n'en avait pas fini avec elle. Le jour où Hitler a été élu, elle et son mari n'ont pas hésité. Ils ont commencé à faire leurs valises immédiatement. Ce n'était pas une question d'interprétation politique ou d'attendre de voir comment ça va se passer. Ils savaient. Ils ont fui une deuxième fois, cette fois vers les États-Unis. Ce genre de réflexe, cette lucidité brutale, c'est quelque chose qu'on ne comprend bien que quand on a déjà connu l'exil ou la persécution. Beaucoup de gens autour d'eux pensaient qu'ils exagéraient, que l'Allemagne civilisée n'allait pas devenir un cauchemar du jour au lendemain. Mais eux avaient déjà entendu les chants de haine, vu les regards se détourner, senti ce moment où l'on passe de citoyen à cible. Il y a dans cette décision une forme de courage souvent invisible. Celui de tout abandonner une fois encore. Celui de ne pas croire aux promesses de calme quand le grondement de la tempête est déjà dans l'air. Et dans cette fuite, il n'y avait ni confort ni certitude. Juste l'instinct de survie transmis par l'histoire. Ma mère et ses parents ont quitté la Bosnie en 1991, juste avant que tout ne bascule. L'effondrement du rideau de fer, la dislocation de la Yougoslavie, les tensions qui couvaient depuis des années ont fini par s'enflammer. Mais eux n'ont pas été surpris. Ils avaient vu les signes bien avant que les journaux ne commencent à parler de guerre. Même sous la Yougoslavie unie, les Bosniaques étaient déjà marginalisés.
Les discriminations, les regards en coin, les remarques empoisonnées, c'était leur quotidien. Les Serbes et les Croates les traitaient différemment, parfois à peine voilés, parfois de façon brutale. Ce n'était pas une coexistence harmonieuse comme certains aiment à s'en souvenir. C'était une paix de surface, maintenue par un système autoritaire et des compromis fragiles. Alors quand le système a commencé à craquer, il ne fallait pas être devin pour comprendre ce qui allait suivre. Pour leur famille, partir n'était pas un choix, c'était une conclusion logique. Ils savaient que la haine qui bouillonnait finirait par déborder. Ils ont préféré être des étrangers dans un pays inconnu plutôt que des victimes dans le leur. Aujourd'hui encore, beaucoup ont du mal à comprendre ce que ça signifie d'avoir cette lucidité, de prendre au sérieux des tensions que d'autres minimisent. Il faut avoir vécu dans une société qui se fissure lentement pour savoir quand le sol devient trop instable pour rester. Ceux qui partent tôt ne sont pas des alarmistes. Ce sont ceux qui ont appris à reconnaître les prémices du chaos. La famine a été l'un des facteurs les plus dévastateurs pendant la révolution culturelle en Chine. Ma famille a quitté le pays dans les années 1970, au cœur de cette période chaotique et violente. Beaucoup de Chinois, face à la misère insoutenable et à la répression, ont pris des décisions désespérées pour survivre. Parmi ces décisions, certaines étaient littéralement mortelles, traverser à la nage les 4 kilomètres dangereux qui séparent la Chine de Hong Kong. Ce voyage était une épreuve extrême, souvent fatale. Les courants puissants, la peur constante d'être repéré, la fragilité des corps affaiblis par la famine rendaient cette traversée presque suicidaire. Pourtant, pour beaucoup, c'était la seule option pour échapper à la privation, à la violence politique, à l'effondrement de leur vie quotidienne. Je viens du Myanmar, aussi appelé Birmanie. Comme beaucoup de jeunes de mon pays, j'ai fui dès que la loi sur la conscription a été promulguée. Avant cela, la situation était déjà intenable, mais l'obligation de servir dans l'armée a été le point de non-retour pour toute une génération. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de quitter le pays sans avoir accompli son service militaire. Mais dans notre réalité, ce service signifie surtout une chose: se battre jusqu'à la mort dans une guerre civile qui n'a aucune fin visible à l'horizon. Le gouvernement appelle cela un devoir patriotique, mais pour nous, c'est une condamnation. Il ne s'agit pas d'un service limité dans le temps. Il ne s'agit pas de défendre une nation contre une menace extérieure. C'est une conscription forcée dans un conflit interne sanglant où les jeunes, souvent sans formation, sont envoyés en première ligne pour se faire massacrer. On n'est pas des soldats, on est de la chair à canon. Le pouvoir en place a besoin de plus de ressources humaines pour maintenir son contrôle, et les jeunes hommes et femmes sont considérés comme des outils jetables dans cette guerre absurde. La fuite est devenue une nécessité vitale. Mais même ça, ce n'est plus possible. Les frontières sont fermées, les passeports sont confisqués, et ceux qui tentent de fuir risquent la prison ou pire. L'espoir d'une vie normale, d'une éducation, d'un emploi, d'un avenir, est devenu un luxe inaccessible. Ceux qui ont réussi à partir vivent avec la culpabilité d'avoir laissé des proches derrière eux, mais aussi avec la peur constante de voir leur pays sombrer complètement dans le chaos. Ce qui est particulièrement cruel, c'est qu'on nous force à choisir entre deux formes de mort: mourir lentement à l'intérieur du pays, pris au piège dans une guerre sans fin, ou risquer sa vie en tentant de s'échapper. Il ne reste plus vraiment d'endroit sûr pour les jeunes au Myanmar. Le rêve d'une société libre et juste semble s'éloigner chaque jour un peu plus, et tout ce qu'il nous reste, c'est le témoignage. Témoigner pour que le monde sache. Témoigner parce qu'on refuse de disparaître dans le silence. Quand je suis allé au marché et qu'il n'y avait plus rien d'autre que des os. Rien. Pas même du riz ou un peu de farine. Juste des restes d'animaux que personne ne voulait, et qui, à défaut d'autre chose, devenaient notre seule source de protéines. Quand j'ai été braqué avec une arme pointée en plein visage, encore une fois. Ce n'était pas la première, ni la deuxième. C'était devenu banal, routinier, presque prévisible. On sortait sans savoir si on reviendrait avec de la nourriture ou juste avec la peur au ventre.
quand l'un de mes voisins a été abattu. Je me souviens encore des cris de ses proches. Ce genre de hurlements qu'on n'oublie jamais, parce qu'ils viennent d'un endroit primitif, brut, un endroit de douleur si profonde qu'il fait trembler les murs. Et puis il y avait ces enfants, morts dans les manifestations. Des gamins. Des ados. Tombés sous les balles pour avoir crié contre un pouvoir qui les affamait. J'étais là. J'ai vu. J'ai couru quand les gaz lacrymogènes nous ont enveloppés, quand la garde nationale a ouvert le feu. J'ai senti la brûlure dans mes yeux, dans ma gorge, dans ma tête. Et je me souviens très bien de ce moment où le dictateur, lui, dansait la salsa à la télévision nationale. Une transmission obligatoire, pendant que des familles enterraient leurs fils. Il dansait. Il célébrait. C'était un affront. Une gifle. Une insulte vivante au deuil de tout un peuple. J'ai quitté le Venezuela en 2016. Je suis parti parce que rester, c'était mourir à petit feu, avalé par la faim, par la peur, par la folie d'un régime qui n'avait plus rien d'humain. Mais partir ne m'a pas libéré de la douleur. Elle est toujours là. Elle colle à la peau. Elle revient la nuit, dans les cauchemars, dans les silences entre deux conversations, dans le regard des autres exilés qu'on croise et qui ont tous cette même fatigue au fond des yeux. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, personne ne devrait avoir à le supporter. Pourtant, il y a encore des gens là-bas. Des familles entières qui vivent ça tous les jours. Et le monde continue de tourner. Les médias se lassent. Les hashtags disparaissent. Mais la souffrance reste, tenace, enracinée. On n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas ceux qu'on a laissés. On porte tout ça avec soi, pour toujours. Ce n'était pas moi, c'était ma mère. Juste après la fin de la guerre Iran-Irak. Le tout premier jour où les restrictions frontalières ont été levées, elle a pris un bus depuis Bagdad avec un seul sac, direction la Jordanie. Elle n'a jamais remis les pieds en Irak depuis. Ce n'était pas un départ planifié, réfléchi, longuement préparé. C'était un saut dans l'inconnu, un choix impulsif poussé par une fatigue profonde et une intuition viscérale, il fallait partir. Elle ne voulait pas partir au départ. Elle ne s'imaginait pas un jour quitter son pays, sa maison, son passé, mais au fil du temps, elle a vu ses proches partir les uns après les autres, chacun dans une direction différente, emportés par les hasards du visa, du travail, du refuge. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais elle l'a ressenti très fort, elle aurait dû partir plus tôt. Elle l'a su quand elle a vu la lente décomposition de tout ce qui faisait encore tenir l'Irak debout. L'éducation se désintégrait, les villes tombaient en ruine, l'État perdait toute cohérence, et dans certaines régions, des villages entiers disparaissaient. Littéralement. Sans trace. On parlait à demi-mot de nettoyage ethnique, de génocide, et elle savait, au fond d'elle, que quelque chose de bien pire se préparait. Tout pointait dans cette direction, et son instinct avait raison. Le pire, c'est que ce sentiment n'était pas seulement partagé par elle. Mon père aussi, toute sa famille aussi. Ils sont chrétiens. Et être une minorité religieuse en Irak, à cette époque, ce n'était pas seulement être marginalisé. C'était vivre avec une cible sur le dos. Il n'y avait pas de droit. Pas de protection. Pas de justice. Un jour, au début des années 2000, 2 de mes oncles ont été enlevés. Ils ont été emmenés de force dans une mosquée. On leur a dit qu'ils avaient une semaine pour quitter le pays parce qu'ils étaient chrétiens. Une semaine. Sinon, ce serait la mort. La seule chose qui les a sauvés, à ce moment-là, c'est qu'ils avaient des enfants. C'est ce qui les a rendus humains aux yeux de ceux qui tenaient leur vie entre leurs mains. Ils ont fui aussi vite qu'ils ont pu. Direction la Syrie. Ils y ont trouvé un peu de répit. Puis la guerre civile a éclaté là-bas aussi. Alors ils ont recommencé. Ils ont tout laissé à nouveau, cette fois pour le Canada. Une nouvelle vie. Encore. Toujours. Mon grand-père était l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu. Il a fui l'Allemagne peu de temps avant l'adoption des lois de Nuremberg, à la fin de l'année 1935.
C'était un avocat, un homme de loi dans un pays où le droit lui-même était en train d'être vidé de tout sens. Il avait compris ce qui se tramait avant que beaucoup d'autres ne veuillent l'admettre. Il a agi. Il a arrangé les passeports de toute la famille, caché de l'or, sécurisé une route de fuite. Il savait que le système judiciaire était déjà sous contrôle du régime nazi. Il a pris sa femme, ses 5 enfants, et ensemble ils ont traversé la France jusqu'en Belgique. En 1936, il soumettait déjà des demandes d'asile à plusieurs pays, dont les États-Unis, où il avait des contacts à l'ambassade. Il a été sèchement refusé. Quand les nazis ont envahi la Belgique en mai 1940, ils ont dû fuir une fois de plus, cette fois à pied, le long des côtes. Ils ont décidé de se séparer pour ne pas tous être pris d'un coup. Les adultes d'un côté, les enfants de l'autre, en espérant que cela augmenterait leurs chances. Quelques jours après le début de la fuite, ma grand-mère et mes 2 tantes ont été capturées. Elles ont été envoyées à Treblinka. On ne les a jamais revues. L'aîné, Michael, a été surpris en train de chercher de la nourriture par la Gestapo dans le sud de la France. Ils l'ont exécuté sur place. Mon père, qui avait 9 ans, son petit frère Joseph, et mon grand-père ont réussi à fuir jusqu'au nord de l'Espagne. Ils ont été cachés par les restes de groupes républicains, des amoristes catalans qui avaient eux-mêmes à peine survécu à la guerre civile. Joseph est mort là-bas, d'une pneumonie. Mon grand-père a dû enterrer un autre de ses enfants sur une terre étrangère, sans sépulture, sans adieu. Finalement, lui et mon père ont réussi à passer au Portugal. Ils ont embarqué sur un bateau et ont atteint ce qui s'appelait alors la Palestine mandataire. Mais même là, la paix n'était pas au rendez-vous. Après la guerre, esséuré par les luttes internes, fatigué par les promesses brisées et la nouvelle tension montante, il a fini par recevoir un visa pour les États-Unis. C'était en 1947. Il s'est installé, a recommencé une vie à zéro, et c'est là que je suis né, en 1961. Américain de naissance, mais avec l'histoire gravée dans la chair. Je n'ai pas grandi avec des contes de fées. J'ai grandi avec des histoires d'exil, de choix impossibles, de routes prises dans la peur et la hâte. Des histoires de ceux qui sont restés et de ceux qui sont partis trop tard. Des histoires d'enfants cachés, de valises qui ne se ferment jamais vraiment, de papiers importants cousus dans les doublures de manteaux. Des histoires qui disent qu'il ne suffit pas d'être brave, ou préparé, ou même bien connecté. Il faut aussi une chance insolente pour survivre à un monde qui s'écroule. Et parfois, j'ai l'impression que tout ça, s'est inscrit quelque part dans mes cellules. Cette peur de tout perdre. Cette obsession de garder ses papiers en ordre, de toujours savoir où sont les sorties. Cette méfiance instinctive. Ce besoin de tout anticiper. Comme si le traumatisme de la fuite, de la perte, de l'extermination, se transmettait à travers le sang. Je ne l'ai pas vécu, mais je le porte. Chaque génération pense qu'elle va échapper à l'histoire. Et puis, un jour, on se rend compte qu'elle est là, tapie, dans notre ombre, prête à recommencer. Alors oui, parfois je me dis que cette merde me suit dans l'ADN. Deux branches de ma famille ont fui l'Europe juste avant la Première Guerre mondiale, ce qui, avec le recul, témoigne d'un instinct presque prophétique. D'un côté, un arrière-grand-père faisait partie de l'armée austro-hongroise. Officiellement, c'était un soldat de l'Empire. Officieusement, c'était un homme qui ne croyait ni au Kaiser, ni à l'idée de mourir pour des intérêts impérialistes qu'il ne partageait pas. Il avait vu venir la guerre. Il savait qu'elle allait éclater, et surtout, il savait sur quel front il serait envoyé, et pourquoi. Alors il a pris un risque immense. Il a trouvé des faux papiers, appris l'ukrainien à ses 4 enfants, et ils ont tous fui vers le Canada, dans un anonymat soigneusement construit. À ce jour, on ne sait toujours pas si nous sommes le fruit d'une immigration officielle ou d'un voyage clandestin maquillé avec des papiers frauduleux. On ne sait même pas si le nom de jeune fille de notre grand-mère est le bon. Mais elle a joué son rôle jusqu'au bout. Elle a été ukrainienne toute sa vie. Elle célébrait Noël selon le calendrier orthodoxe. Elle parlait la langue qu'on lui avait apprise pour masquer son origine, et elle l'a transmise comme si c'était notre vérité première.
À cause du fort ressentiment envers tout ce qui était allemand ou autrichien après les 2 guerres mondiales, je suis presque certain qu'ils ont gardé leurs faux papiers. Qu'ils ont tout simplement continué la fiction. Le père de ma grand-mère est mort 1 an après leur arrivée au Canada. Et au milieu de tout ça, un enfant est né en mer, sur des eaux britanniques, ce qui a peut-être créé une situation étrange de double nationalité, sans même que personne ne le réalise pleinement à l'époque. De l'autre côté, l'histoire est tout aussi marquée par la fuite, par l'instinct de survie, par la défiance envers les puissances impériales. Un autre arrière-grand-père, allemand celui-ci, sentait lui aussi venir le conflit. Lui et son frère ont décidé de partir avant que l'appel à la guerre ne les transforme en chair à canon pour un empereur qu'ils méprisaient. L'un s'est installé au Canada, l'autre aux États-Unis. Ce qui s'est produit ensuite tient presque du conte improbable, chacun s'est marié peu après son installation. Quelques années plus tard, quand ils se sont retrouvés, ils ont découvert qu'ils avaient épousé 2 sœurs. 2 frères qui avaient traversé l'Atlantique pour échapper à la guerre avaient fini par fonder des familles parallèles, unis par le sang et par les liens du hasard. Leurs enfants sont devenus cousins doubles, se ressemblant tellement qu'on aurait pu les croire jumeaux. Mon grand-père a rencontré son cousin bien plus tard dans la vie. Ils se sont appelés frères. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'ils étaient, de cœur, de sang, de parcours. Ce sont des histoires comme celle-là qui me rappellent que l'histoire familiale n'est jamais propre ou simple. Elle est faite de faux noms, de documents falsifiés, de fuites nocturnes, de choix impossibles et de hasards qui ressemblent à des clins d'œil du destin. Elle est faite de silences transmis de génération en génération, de souvenirs flous, de photos sans nom au dos. Mais elle est aussi faite de courage. D'une incroyable capacité d'adaptation. D'une volonté de survivre coûte que coûte. Et surtout, d'un fil invisible qui lie ceux qui fuient aux générations qui suivent, même quand on croit être installé, en paix, en sécurité. Il y a dans mes racines une mémoire de l'exil, de la peur des uniformes, de la force qu'il faut pour tout recommencer ailleurs. Même sans guerre aujourd'hui, je ressens encore cette vigilance, ce soupçon hérité, cette méfiance instinctive envers les grandes promesses faites au nom de la patrie. Je suis né en Union soviétique et j'avais 7 ans quand tout s'est effondré sous mes yeux. Pour moi, partir n'a jamais été une question de quand ce sera le bon moment, mais plutôt quand j'en serai capable. À 21 ans, j'étais légalement orphelin, j'avais obtenu mon diplôme avec mention dans la meilleure université du pays, mais mon anglais n'était pas assez bon pour intégrer un programme d'études supérieures à l'étranger. Alors j'ai passé une année supplémentaire dans un master local, tout en payant un collègue du laboratoire pour me donner des cours d'anglais après les heures de travail. Personne ne croyait vraiment que j'irais jusqu'au bout de mon projet d'inscription dans un programme à l'Ohio State University. À cette époque, la Russie connaissait un pic de croissance économique sans précédent. Le gouvernement injectait tellement d'argent dans la science et la technologie que des expatriés russes revenus des États-Unis rentraient chez eux, attirés par la promesse de devenir des stars locales du milieu scientifique. Mais ça ne m'a jamais trompé. J'ai toujours su que ces programmes étaient purement cosmétiques. Les processus d'admission n'étaient pas justes, ils n'étaient pas basés sur le mérite. On me disait que j'étais fou de quitter la métropole propre et magnifique de Moscou pour le Midwest américain, pour Columbus, Ohio. Je suis arrivé avec $300 en poche, en 2006, et je ne suis jamais revenu. 15 ans plus tard, lorsque les premières bombes ont éclaté en Ukraine, la panique s'est installée. Mes amis ont abandonné leurs entreprises, leurs maisons, leurs familles pour fuir. Mon cousin, un homme en âge d'être mobilisé, est resté jusqu'à l'annonce de la conscription. Par chance géographique, notre ville se trouvant à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, il a réussi à obtenir un billet de train de dernière minute et à traverser la frontière pour le Kazakhstan, il y a 3 ans. Est-ce que j'avais prévu ce retour catastrophique à une autocratie militarisée quand je suis parti en 2006? Non. À cette époque, la mobilité sociale et les opportunités économiques en Russie étaient à leur apogée, jamais atteintes auparavant. Mais elles restaient inaccessibles à 95% de la population, moi y compris. Je n'ai jamais éprouvé de joie à prendre cette décision. C'était un choix fait dans le désespoir, dans l'urgence. Si j'avais su à quel point les difficultés m'attendaient,
je ne suis pas sûr que j'aurais eu le courage de partir. C'est une vérité difficile à admettre. Parfois, partir, ce n'est pas un espoir, c'est un acte de survie, un pari risqué dans un avenir incertain. Le chemin que j'ai choisi était semé d'obstacles, d'incompréhension, de solitude. Mais c'était le seul chemin possible pour ne pas rester prisonnier d'un système qui broyait les rêves, un système qui condamnait les ambitions à la stagnation, voire à la disparition. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que cette fuite, ce choix, cette douleur, font partie de l'histoire que je porte. Comme beaucoup d'autres, je suis la génération qui a dû quitter pour espérer, pour survivre, même quand tout semblait aller mieux à la surface. C'est une histoire de courage, mais aussi de désillusion. Une histoire qui continue, bien au-delà des frontières et des années. Mes parents ont quitté l'Afrique du Sud vers 1980. Ils sont blancs, donc le gouvernement de l'apartheid ne leur interdisait pas officiellement de voyager. Pourtant, après avoir vécu les premières années de leur vie d'adulte sous ce régime, ils n'en pouvaient plus. Ils avaient assisté, impuissants et horrifiés, à la violence d'État exercée en leur nom contre les Noirs et les Métis. Cette violence sourde, omniprésente, qui déshumanisait une partie entière de la population, les a profondément marqués. Mon père terminait des études supérieures en sciences, avec la perspective d'un poste dans la fonction publique scientifique. Il effectuait même un stage dans ce secteur. Puis, du jour au lendemain, il ne recevait plus aucune mission. Il a découvert qu'il était blacklisté. Pourquoi? Parce que mon oncle, journaliste anti-apartheid très modeste dans son rôle, était dans le collimateur du régime. Cette suspicion a suffi à fermer les portes. En parallèle, mon père avait été enrôlé de force dans l'armée, comme tous les jeunes blancs de son âge. Quand ils ont enfin quitté le pays, il avait devant lui une autre période de service qui l'aurait envoyé en première ligne dans la guerre en Angola. Il ne voulait pas tuer. Il ne voulait pas participer à cette violence. Ma mère aussi en avait assez. Dans ce système, malgré ses 18 ans, elle restait une mineure légale parce qu'elle était mariée. Officiellement, son mari devenait son tuteur légal. Même si, dans un poste nuptial, mon père autorisait ma mère à prendre ses propres décisions juridiques, comme ouvrir un compte bancaire avec son salaire, les institutions se moquaient bien de ces accords. Elles appelaient toujours mon père pour lui demander la permission. Elle était sous tutelle, même adulte. C'était une autre forme de contrôle, subtil mais insidieux. Mon oncle journaliste, lui, avait émigré au Royaume-Uni à la même époque. Lorsqu'il est retourné en Afrique du Sud pour un mariage familial, au début des années 80, il a été arrêté par la police militaire dans les 12 heures suivant son arrivée. On l'a forcé à effectuer un nouveau service militaire, contre sa volonté. Plus tard, sa maison au Royaume-Uni a été cambriolée, et la seule chose volée était son carnet d'adresse. Toute la famille pense que c'était une intimidation orchestrée par des agents du gouvernement sud-africain, pour lui faire comprendre qu'il n'était jamais vraiment en sécurité. Tout cela, c'était censé appartenir au passé. Nous étions censés avoir tiré les leçons, mûri, changé. Mais en réalité, ces traumatismes laissent des cicatrices profondes. Ils rappellent que la liberté n'est jamais acquise définitivement, que les structures d'oppression peuvent s'adapter, renaître sous d'autres formes, et que le poids de l'histoire se transmet souvent bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Les luttes d'hier résonnent encore dans les vies d'aujourd'hui, dans les silences, dans les combats pour la reconnaissance et la justice. Avant même que les manifestations ne commencent et que les répressions ne s'intensifient, il y avait déjà un poison qui s'insinuait partout, la transformation insidieuse de l'information en simple propagande. Je viens de Hong Kong et j'ai grandi avec l'idée de démocratie, avec la liberté d'expression comme une évidence, un pilier de notre identité collective. Pourtant, en 2015, un moment banal a marqué un tournant dans ma perception de ma ville. Je dînais tranquillement quand un reportage a attiré mon attention. Un véhicule d'une banque gouvernementale avait eu une panne et des liasses d'argent s'étaient retrouvées éparpillées dans la rue. Ce qui aurait dû être une anecdote drôle est vite devenu une scène surréaliste. Les journalistes affirmaient que les habitants de Hong Kong se précipitaient pour voler cet argent, tandis que, selon eux,
pas un seul Chinois continental ne toucherait à un centime, allant même jusqu'à rendre chaque billet avec une exactitude presque comique, jusqu'au dernier cent. Si vous connaissez un peu la culture de Pékin et de la Chine continentale, vous rirez sans doute de cette image idéalisée où les gens placeraient les intérêts d'une institution bancaire avant leur propre survie. Cette histoire, bien que ridiculement peu crédible, passait tranquillement à la télévision comme si c'était la pure vérité. Pour moi, ce fut un signal clair, un glas retentissant annonçant la fin inévitable de mon pays, de ma ville, de ce territoire de béton et d'acier où j'avais grandi. Ce reportage symbolisait bien plus qu'un simple mensonge télévisé. Il annonçait une époque où la vérité serait remplacée par des récits fabriqués, où l'information ne serait plus un outil d'émancipation, mais un instrument de contrôle. C'était le début de la fin d'un modèle de société que nous avions toujours tenu pour acquis. Hong Kong, avec ses contradictions, ses libertés fragiles, allait changer à jamais. Ce moment m'a fait comprendre que la bataille ne serait pas seulement dans les rues, ni même dans les urnes, mais aussi dans les esprits, dans la capacité à reconnaître le mensonge, à résister à la manipulation. La propagande ne tue pas seulement la vérité, elle tue aussi l'espoir, elle érode les liens de confiance, elle fragilise la société elle-même. Et quand un peuple perd sa foi dans l'information, il perd une part essentielle de sa liberté. Je suis syrien. Mon père a décidé de partir en 1977, mais dans ma famille, certains oncles avaient déjà fui dès les années 60. Ce départ n'était pas une simple envie d'ailleurs, c'était une question de survie. Mon père a été arrêté et torturé par la police secrète. Il cherchait des informations sur un homme qu'il connaissait. Cet homme, à son tour, connaissait quelqu'un qui détenait des renseignements sur les frères musulmans. Pendant 3 jours, mon père a subi la torture. Au total, il est resté captif pendant 1 semaine. C'était une période d'horreur indicible, où chaque minute semblait interminable, où l'espoir s'amenuisait. La peur de ne jamais revoir la lumière du jour, la peur que la souffrance ne prenne jamais fin. Pourtant, il a tenu bon. Il a survécu. Il raconte que la seule raison pour laquelle il a pu partir, c'est grâce à son oncle, un juge influent capable de faire jouer des réseaux, de tirer quelques ficelles dans un système opaque et brutal. Sans cette protection familiale, il serait probablement resté prisonnier, ou pire. Cette histoire me rappelle à quel point le régime syrien a toujours exercé un contrôle féroce, une répression impitoyable envers ceux qu'il considère comme une menace, même indirectement. Pour beaucoup, partir n'a jamais été un choix, mais une obligation pour échapper à la violence d'un État qui broie les vies et les esprits. Mon grand-père a quitté la Pologne après avoir été envoyé dans un camp de concentration, d'où il s'est évadé. Il était très intelligent et parlait couramment l'allemand, ce qui lui a sauvé la vie. Il est parvenu à rejoindre le Royaume-Uni. Il avait 16 ans en 1939. Quand j'y pense, je suis toujours frappé par la force de caractère qu'il fallait avoir pour survivre à une telle époque à un si jeune âge. Mon grand-père avait seulement 16 ans quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. À cet âge où aujourd'hui on pense à ses études, à ses amis, à ses passions, lui faisait face à l'horreur absolue. Être enfermé dans un camp de concentration, c'est déjà une condamnation terrible pour un adulte, mais pour un adolescent, c'est presque inconcevable. Et pourtant, il a survécu. Non seulement il a survécu, mais il s'est évadé. Ce n'était pas simplement une question de chance. Il était malin, lucide, stratège. Il parlait couramment l'allemand, une aptitude rare à l'époque, surtout pour un jeune Polonais, et cela a joué un rôle déterminant. Il a compris comment manipuler les codes, comment écouter, comment se fondre dans l'environnement hostile qui l'entourait. Il ne parlait pas beaucoup de ce qu'il avait vu, mais de ce qu'on sait, il a réussi à gagner la confiance de certains gardiens ou à se faire passer pour autre chose que ce qu'il était. Peut-être qu'il s'est fait passer pour un ouvrier indispensable, peut-être qu'il a su convaincre qu'il était quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a simplement observé patiemment et attendu le moment exact. Ce qui est sûr, c'est que son évasion n'était pas due à un miracle, mais à son intelligence. Il avait une capacité rare à analyser rapidement une situation et à réagir.
Ce sont des qualités qui l'ont accompagné toute sa vie et que j'admire profondément. Il a fini par atteindre le Royaume-Uni. Ce n'est pas rien, ça non plus. Traverser une Europe en guerre, sans papier, sans sécurité, en tant que fugitif et adolescent, c'est un périple qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Il a dû se cacher, fuir, négocier, survivre à des conditions inimaginables. Chaque étape de ce voyage était un pari contre la mort. Il avait 16 ans. Il n'était pas un soldat, pas un espion, pas un héros de roman. Juste un garçon, né au mauvais endroit au mauvais moment, qui a refusé de mourir. Quand je regarde ce qu'il a accompli ensuite au Royaume-Uni, comment il a reconstruit sa vie à partir de rien, je me rends compte de ce que cela signifie de vraiment avoir du courage. Ce n'est pas de foncer tête baissée. C'est de tenir, encore et encore, même quand tout semble perdu. C'est de garder l'esprit clair, même quand la peur est constante. Et c'est de faire confiance en sa propre valeur, quand tout autour vous traite comme si vous n'en aviez aucune. Quand mes parents ont décidé qu'il était temps de quitter Saigon en 1979, ils nous ont simplement dit « On va aller voir grand-mère. On part ce soir. Tu ne dois le dire à personne. Et il faut que tu restes très silencieux. » Il n'y a pas eu de long discours, pas d'explication sur la politique, pas de plan qu'on nous a partagé. Juste cette consigne calme, presque anodine. C'est souvent comme ça, dans les moments où tout bascule. Les grandes décisions sont enveloppées dans le silence, parce qu'en dire trop peut être dangereux, même à ses propres enfants. Ce soir-là, sans comprendre tout à fait, j'ai senti que quelque chose d'énorme se passait. Le ton de mes parents était trop sérieux, leur regard fuyant, leurs gestes un peu trop rapides. Ils nous ont dit qu'on allait voir grand-mère, et même si c'était censé être une nouvelle joyeuse, on n'a pas sauté de joie. On n'a rien dit. On n'a pas posé de questions. Peut-être parce qu'on avait appris très tôt que dans certains contextes, le silence était une forme de survie. Ce n'était pas seulement une consigne, c'était une clé. Ne rien dire à personne. Pas à un voisin, pas à un camarade, pas même à un cousin. Ne pas éveiller de soupçons. Parce qu'en 1979, quitter le Vietnam, ce n'était pas partir en vacances. C'était fuir. C'était risquer sa vie. C'était trahir, aux yeux du régime. C'était tout abandonner derrière soi, maison, travail, passé, amis, parfois même des membres de la famille. Ce que mes parents ont fait cette nuit-là, c'est quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Ils ont pris le plus grand risque de leur vie, non pas pour eux, mais pour nous. Ils ont décidé de tout quitter dans l'espoir d'une vie meilleure, ou au moins d'une vie libre. Et ils ont dû nous embarquer dans cette fuite sans nous effrayer, sans nous alarmer, sans nous laisser deviner l'ampleur du danger. Ce qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est de penser à leur calme. Comment garder la tête froide en sachant que chaque bruit, chaque mot, chaque regard peut compromettre la fuite? Comment ne pas trembler en regardant ses enfants dormir, en sachant que la traversée qui les attend est peut-être fatale? Ce départ n'a duré que quelques heures, peut-être une nuit, mais il a tout changé. Il a marqué la fin d'un monde et le début d'un autre. Nous avons quitté Saigon comme des ombres, glissant dans l'obscurité, serrant des sacs minuscules qui contenaient tout ce que nous pouvions emporter. Je ne me souviens pas des détails, seulement de l'ambiance, tendue, étrange, comme un souffle retenu. Et cette phrase qui résonne encore aujourd'hui dans ma mémoire d'enfant, « Tu dois rester très silencieux ». Je parle ici au nom de ma grand-mère. Elle a quitté la Hongrie quand l'hôpital où elle travaillait a été frappé de plein fouet pendant la Révolution d'Octobre. C'est incroyable ce qu'elle et sa famille ont enduré, tout cela par amour pour leur pays, avant d'en arriver là. Il y a une forme d'héroïsme dont on parle rarement. Ce n'est pas celui qu'on célèbre dans les livres d'histoire, ce n'est pas celui qui donne lieu à des statues ou des journées de commémoration. C'est un héroïsme quotidien, obstiné, silencieux. C'est celui de ma grand-mère. Infirmière dans un hôpital hongrois pendant une des périodes les plus violentes et chaotiques du XXe siècle, elle a tenu sa place jour après jour pendant que son pays sombrait dans la tourmente. Avant même l'explosion qui allait l'obliger à fuir,
elle avait déjà survécu à l'indicible. Elle et sa famille ont vécu avec les privations, les pressions politiques, les dénonciations, les menaces. Et malgré tout, ils sont restés. Par fidélité. Par espoir. Par amour pour cette terre qui les avait vus naître. La révolution d'octobre 1956 a été un point de rupture. Pour elle, ce n'était pas un moment d'histoire abstrait. C'était du sang, des cris, des rues en feu. C'était l'hôpital où elle pensait des blessés devenus une cible. Une bombe est tombée. Pas à côté. Pas dans le quartier. Mais directement sur l'établissement. Cet instant-là a tout changé. Ce n'était plus tenable. Le danger n'était plus seulement politique, il était physique, immédiat, implacable. Je me demande parfois ce que ça fait de voir son lieu de travail, un lieu de soins, d'aide, de vie, réduit en poussière. Ce que ça fait de devoir choisir entre rester, et mourir peut-être dans la fidélité, ou partir, et trahir peut-être ce que l'on croit être son devoir. Pour elle, cette décision a été à la fois tragique et claire. Elle ne partait pas par faiblesse, elle partait parce qu'elle voulait vivre. Parce qu'il ne restait plus rien à défendre dans les ruines. Parce qu'il fallait que l'histoire continue ailleurs, même si ça voulait dire l'exil. Elle est partie, comme tant d'autres, sans bruit. Avec ce qu'elle pouvait porter. Et en elle, toute une vie. Elle a emmené son histoire, sa dignité, et cet amour du pays qu'elle n'a jamais perdu, même en étant loin. Parce que c'est ça, le paradoxe de ceux qui fuient, ils ne quittent pas leur pays pour l'abandonner. Ils le quittent pour survivre à sa destruction, pour préserver ce qu'ils en ont de plus précieux, leur humanité, leur mémoire, leurs enfants. Je repense souvent à cette femme qui a soigné dans la guerre, qui a vu ses collègues mourir sous les bombes, et qui a quand même trouvé le courage de recommencer ailleurs. Elle ne parlait pas de ses souffrances. Elle parlait de la beauté du Danube, de la musique de Bartók, des recettes qu'elle avait apprises de sa mère. C'est ça aussi, l'amour d'un pays. Pas l'idéologie. Pas les drapeaux. Mais ce que l'on emporte avec soi quand tout le reste est perdu. Quand Poutine a envahi la Crimée, j'ai accepté une offre d'emploi à l'étranger et j'ai quitté la Russie. Autour de moi, les gens ne semblaient pas vraiment s'en soucier. Et c'est précisément ça qui m'a alarmé. Je me suis dit que Poutine venait de comprendre qu'il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait, sans que personne ne proteste réellement. J'ai compris à ce moment-là qu'il allait transformer le pays en dictature complète. Et j'avais raison. Ce n'est pas facile de regarder autour de soi et de réaliser que le silence ambiant n'est pas simplement de la fatigue ou du cynisme, mais un véritable effondrement moral. En 2014, lorsque la Crimée a été annexée, tout s'est joué très vite. Les images défilaient à la télévision, les commentateurs parlaient de « retour historique », les réseaux sociaux se remplissaient de mèmes patriotiques. Et moi, j'attendais que quelque chose se passe. Une réaction. Un débat. Une prise de conscience. Mais rien. Ou presque rien. Quelques voix isolées, vite étouffées, vite moquées, vite marginalisées. Dans les couloirs du bureau, les gens continuaient à parler du week-end ou du prix du pain. Dans le métro, personne ne lisait les journaux avec effroi. À la maison, certains membres de ma famille pensaient même que c'était une victoire. Et moi, je sentais une peur sourde monter en moi. Pas une peur panique. Une peur froide, rationnelle. Celle qu'on ressent quand on comprend que les digues ont cédé. Que le pouvoir a testé jusqu'où il pouvait aller, et que la réponse a été limpide, aussi loin qu'il le souhaite. Ce moment-là a été mon déclic. J'ai accepté une offre que j'avais jusque-là considérée avec prudence. Partir, c'est toujours compliqué. Il y a l'attachement, les souvenirs, les gens qu'on aime. Mais il y a aussi ce moment où l'on sait que rester, c'est se condamner à l'impuissance. Je ne voulais pas me réveiller un jour dans un pays où chaque mot pourrait être surveillé, où chaque opinion pourrait être un risque, où l'on apprendrait à se taire non par politesse, mais par instinct de survie. Je n'étais pas un militant. Je n'étais pas un héros. J'étais juste un citoyen qui avait vu venir le virage autoritaire,
et qui a refusé d'attendre de voir jusqu'où il irait. Et ce virage est bel et bien arrivé. Ce qui était encore camouflé en 2014 derrière le vernis du nationalisme s'est affirmé sans détour quelques années plus tard. La répression s'est durcie, les lois liberticides se sont multipliées, la guerre est revenue, plus ouverte, plus brutale, plus absurde. Et les voix libres, les vraies, ont été réduites au silence. Aujourd'hui, je vis ailleurs. Je parle, j'écris, je respire différemment. Mais je pense encore à ceux qui sont restés. Pas parce qu'ils ont choisi la soumission, mais parce qu'ils n'ont pas eu d'option. Ceux qui ne peuvent pas partir. Ceux qui résistent à leur manière, discrètement, intérieurement. Ceux qui espèrent malgré tout. Ce que j'ai compris, c'est qu'un régime autoritaire ne s'impose pas seulement par la force. Il s'impose par le vide. Le vide de réaction. Le vide de colère. Le vide d'empathie. Et que ce vide, une fois qu'il est là, devient le terreau de tout le reste. J'ai vu ce vide. Et j'ai refusé d'y rester. Nous sommes Baïs. Notre foi est persécutée en Iran depuis 1863. Meurtres, disparitions, tortures, emprisonnements, rien ne nous a été épargné. Mon père, le plus brillant de sa promotion au lycée, un homme qui a mené un peloton contre le sadique Saddam dans les montagnes glaciales du Kurdistan par pur sens du devoir patriotique pendant la guerre Iran-Irak, s'est vu refuser l'accès à l'université simplement parce qu'il croyait en l'unité de l'humanité, à l'harmonie entre science et religion, et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a une douleur particulière à voir les meilleurs d'entre nous réduits au silence par une société qui craint les idées plus que les armes. Mon père n'était pas un révolutionnaire. Il n'était pas un danger. Il n'était qu'un jeune homme iranien, amoureux de son pays, de son peuple et de la vérité. Mais en Iran, depuis plus d'un siècle, être baï signifie être marqué. C'est être considéré comme moins qu'un citoyen. Parfois même, comme moins qu'un être humain. Et c'est cette marginalisation profonde, systématique, soutenue par l'appareil de l'État et normalisée dans la société, qui nous a finalement poussés à partir. En 2000, nous avons fui vers la Turquie en tant que réfugiés. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Quelques mois plus tôt, à Téhéran, mon frère, aussi brillant que mon père, s'est vu refuser l'entrée à une école pour enfants surdoués. Pas parce qu'il manquait d'intelligence. Pas parce qu'il n'avait pas les notes. Mais parce que notre foi ne figurait pas dans la liste des religions officiellement reconnues. Ce genre de rejet, aussi absurde qu'il puisse paraître, détruit lentement l'espoir d'une vie normale. Et ce n'est pas tout. Ce même mois, comme pour marteler qu'aucun membre de notre famille n'échapperait à cette oppression, mon père et mon grand-père ont de nouveau été arrêtés et emprisonnés. Pas pour un crime. Pas pour avoir parlé contre le gouvernement. Juste pour avoir cru, en paix, sans violence, en des principes universels d'amour, de justice et d'unité. Ils ont été enfermés, interrogés, humiliés. Et pourtant, ils ne se sont jamais reniés. Leur foi était plus forte que leur chaîne. 2 mois avant le 11 septembre 2001, nous avons été accueillis aux États-Unis. Ce pays, avec ses contradictions, ses luttes internes et ses imperfections, nous a pourtant offert quelque chose qu'on ne nous avait jamais offert auparavant, une chance. Une vraie. Celle d'étudier. Celle de s'exprimer. Celle d'exister sans avoir à mentir sur qui l'on est. Je repense souvent à ce moment où l'avion a atterri. On ne savait pas ce qui nous attendait. Mais on savait qu'on avait quitté un pays qui nous punissait pour avoir aimé, et qu'on entrait dans un autre qui, au moins sur le principe, nous acceptait pour ce que nous étions. Je n'idéalise pas l'Amérique. Mais je ne l'oublie pas non plus. Je n'oublie pas qu'elle nous a ouvert ses bras à une époque où beaucoup d'autres se seraient détournés. 2 mois plus tard, le monde entier changeait. Les frontières se fermaient. Les regards devenaient méfiants. Mais nous étions déjà là. En sécurité. Et pour cela, je ressens une gratitude inaltérable. Être baï, c'est croire en l'unité de l'humanité. C'est croire que les différences entre les religions, les races, les genres, ne sont pas des barrières mais des richesses.
C'est croire qu'un monde plus juste est possible. Et même quand ce rêve nous a coûté notre maison, notre avenir en Iran, et des années de douleur et d'attente, nous n'avons jamais cessé d'y croire. Aujourd'hui, chaque diplôme que nous recevons, chaque mot que nous écrivons librement, chaque vote que nous déposons, est un acte de foi. Pas seulement en notre religion, mais en la promesse qu'un autre monde est possible. Un monde où l'on ne sera plus emprisonné pour avoir aimé la paix. Mon père, aujourd'hui décédé, était un tout jeune enfant pendant la guerre civile espagnole. Il était le plus jeune d'une famille nombreuse. Pendant ce conflit, il a perdu 10 de ses frères et sœurs. Certains ont péri sous les bombes, sa sœur de 8 ans est morte étouffée sous les décombres, d'autres sont morts de maladie ou des suites de blessures. Lorsque Barcelone est tombée, mon oncle, qui avait eu l'audace de combattre contre Franco, a marché avec plusieurs centaines de milliers de personnes vers la frontière française. Il a été interné dans un camp de concentration. Contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas réussi à s'évader. Je pense que la seule raison pour laquelle il a survécu, c'est parce qu'il avait 18 ans, qu'il était en bonne santé et très intelligent. Lorsqu'il est finalement revenu dans son petit village, il a eu le courage de défier le prêtre du village et quelques religieuses. Il a renié sa religion. À cette époque, c'était un acte extrêmement audacieux, presque impensable. Il est ensuite retourné à Barcelone où, contre toute attente, il est devenu un homme d'affaires prospère, a trouvé l'amour et eu des enfants. Ses sœurs, par contre, ne lui ont jamais pardonné ni ne lui ont parlé à nouveau. Lorsque les fascistes ont remporté la guerre, les représailles ont commencé. Les 2 sœurs adolescentes de mon père ont été violées à plusieurs reprises. Ces violences ont laissé des cicatrices invisibles, qui se transmettent parfois de génération en génération. À la fin de son adolescence, mon père a compris qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui en Espagne. Il a donc travaillé comme matelot sur un cargo grec pour voyager à travers le monde. Malgré tout, il est resté catholique et a gardé le contact avec sa famille, proche et élargie. C'est au Canada qu'il a finalement rencontré ma mère, protestante, et ils ont construit un mariage heureux. La religion n'a jamais été un sujet de discorde entre eux. J'ai toujours admiré mon père parce qu'il n'était ni amer ni intolérant. Je lui demandais souvent comment il faisait pour ne pas nourrir de rancune, et il m'a expliqué sa philosophie de vie, une philosophie tournée vers le pardon et la compréhension. Enfant, j'ai vécu en Espagne pendant 4 ans, à 2 périodes différentes, dont l'une à la fin de l'ère Franco. L'une de mes premières langues était le valencien, et à l'école, on me punissait physiquement pour le parler. Cela faisait partie des normes partout en Espagne à cette époque. Je me souviens encore du jour où j'ai vu une camarade se faire claquer la main par une ceinture en cuir de 3 pouces de large, la main toute rouge et tremblante. J'étais malade de voir cette violence. Incapable de supporter ces abus, j'ai commencé à dessiner des caricatures peu flatteuses des professeurs. J'ai aussi appris l'espagnol très rapidement. Pour moi, la punition corporelle est un abus d'enfant. Malheureusement, l'intimidation et la violence fonctionnaient très bien à cette époque. Je séchais l'école après la sieste. Je portais mon maillot de bain sous mon uniforme et allais à la plage nager. Je suis aussi devenu accro à la Fanta orange. Je me suis lié d'amitié avec des enfants locaux obligés de travailler pour se nourrir, des cireurs de chaussures notamment. Je leur achetais toujours une boisson, parfois un repas. Il y avait peu de touristes, mais parfois quelques enfants avec qui jouer. Dans mon innocence, je pensais ne pas être surprise parce que personne n'avait de téléphone portable. J'ignorais tout de la rapidité des rumeurs dans un petit village. Après 2 semaines, mes parents ont voulu savoir pourquoi je séchais l'école. Je leur ai dit la vérité. Le visage de mon père s'est empourpré, ma mère a pleuré. Mon père m'a cru et m'a demandé de l'accompagner chez quelques familles dont les filles subissaient les mêmes traitements que moi. Il était tellement en colère qu'il a élevé la voix face aux parents, leur demandant pourquoi ils toléraient une telle cruauté. Je ne me souviens plus des réponses, mais nous avons tous convenu que cette école n'était pas une option. Ma mère a alors organisé pour moi des cours par correspondance depuis le Canada. J'ai pu lire librement en anglais et en espagnol ce que je voulais. En grandissant au Canada, je ne parlais jamais de l'Espagne avec mes amis ou camarades.
je ne croyais pas à l'existence d'un traumatisme intergénérationnel. Aujourd'hui, j'y crois, après 10 séances de thérapie pour y faire face. Mon père a été d'un soutien inestimable, car il comprenait ma douleur. Ma mère était ma plus grande avocate, même si elle ne pouvait pas toujours saisir toute l'étendue du traumatisme que je portais. Je jurais, en tant que jeune adulte, de ne jamais remettre les pieds en Espagne. Trop de douleurs émotionnelles, trop de sang versé. Avec un peu de maturité, de temps et de thérapie, j'ai changé d'avis. J'y suis retourné à plusieurs reprises. Je déteste le fascisme et ne crois pas que la violence soit une réponse à quoi que ce soit, tout comme mes parents et leurs parents avant eux. Cette histoire familiale est un témoignage de résilience face à l'horreur. Elle me rappelle que derrière les statistiques et les grandes dates, ce sont des vies, des corps et des âmes qui souffrent. Que l'histoire est complexe, parfois cruelle, mais que la compassion, l'éducation et le courage peuvent ouvrir des chemins vers la paix. J'ai vu 2 personnes mourir sous mes yeux, lors de 2 manifestations différentes. Ce genre d'image marque à jamais. Une autre fois, dans une ruelle sombre, la police m'a braqué avec une arme. Je savais, au fond de moi, que si je m'en sortais vivant cette fois-là, ce serait un miracle, car la prochaine fois, il n'y aurait peut-être pas de prochaine fois. La peur de mourir devenait une compagne constante. Tous mes amis, un par un, ont fui ou ont été jetés en prison. Chaque nuit, des rafles ciblées avaient lieu, et j'attendais, comme beaucoup, le moment où ce serait à mon tour. C'est un poids terrible, cette attente, ce sentiment d'être la prochaine cible d'un système implacable qui ne laisse aucune place au hasard. La menace est partout, invisible et oppressante. Je me souviens d'une nuit précise, alors que j'étais dans une maison sécurisée, un refuge improvisé pour préparer des fournitures destinées aux universités assiégées par la police. Les étudiants avaient pris ces lieux comme quartiers généraux pour résister, pour faire entendre leur voix. On nous avait prévenu qu'un homme à vélo rôdait autour de la maison, qu'il espionnait nos mouvements. Nous avons dû évacuer. La consigne était claire, si on le recroisait, il fallait le capturer, le torturer, voire le tuer. Il n'y avait plus de retour possible. C'est à ce moment-là que j'ai véritablement senti ma mortalité, compris que c'était une lutte à mort, eux ou nous. J'avais 20 ans en 2018, quand tout ça a éclaté. Ces 6 mois de manifestation ont vieilli mon âme de 10 années. C'est comme si la jeunesse m'avait été volée par une réalité brutale, impitoyable. J'ai laissé derrière moi un pays que j'aimais profondément, mais ce pays n'existe plus. Ce Nicaragua que je connaissais s'est effacé, remplacé par un endroit où la peur et la répression règnent. Je pense souvent à ceux qu'on a perdus, mais aussi à ceux qui continuent de lutter, malgré tout. Parce qu'abandonner serait leur donner raison. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.